Eh bien bonjour, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. On est le 11 septembre et si je filme aujourd'hui, c'est pour vous raconter Bali. Parce que Bali s'est passé beaucoup de choses, même si ça a duré que 10 jours. J'ai pas mal bougé, j'ai fait des activités plutôt très cool, donc voilà. Je pense que je vais changer un peu le format pour ces vlogs-là, c'est-à-dire que je vais pas forcément vous montrer tout ce que j'ai fait et après vous faire un blabla à la fin de la vidéo. Je pense que je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai fait dans l'ordre chronologique. Je vais commencer avec Ubud, où c'est la première destination où je suis allée à Bali. Ensuite, les îles Labuan Bajo, où j'ai passé 3 jours sur un bateau. Et enfin, Ahmed, où j'ai fini mon séjour. C'est parti. Si je regarde à côté, c'est parce que j'ai pris des notes, parce que je ne vais pas me souvenir de tout. Commençons. Je pense aussi que je ferai un petit récap sur Bali et surtout mes impressions à la fin de la dernière vidéo. Comme ça, je vais expliquer Ubud dans un premier vlog, dire mon ressenti. Le deuxième, ce sera sur le trip en bateau. Et le troisième, ce sera sur Ahmed. Et à la fin de Ahmed, je raconterai mon débrief principal de Bali. Bon, juste après que je fasse cette bêtise, mais que j'assume totalement, j'avais mon avion qui était à 5h du matin. La chose étant que pour se rendre à l'aéroport, pour pas payer une blinde avec le Uber, il existe le système de Skybus. Skybus, ce sont des bus qui font les navettes toutes les 15 minutes depuis le centre-ville de Melbourne jusqu'à l'aéroport de Melbourne. Sachant que la dernière navette est à 1h du matin, je me dis qu'est-ce que je fais parce que la prochaine est à 4h du matin, ce qui est hors de question, c'est impossible pour que j'ai mon avion à 5h. Donc est-ce que je paye un Uber ou est-ce que je prends la dernière navette qui est à 1h? C'est chose que j'ai faite. Et du coup, je suis restée éveillée contre mon gré dans le sens où j'essayais de dormir un petit peu jusqu'à minuit, mais impossible. Je pense que tous ceux qui partent en voyage savent que bah, quand il y a ça de prévu, quand on a ça dans la tête, c'est difficile de dormir, surtout de se coucher à 9-10 heures et en fait pour dormir 2 heures. J'ai essayé de dormir, j'ai pas réussi. J'ai pris un petit café à 11h du soir et puis je suis partie. Et il est près de minuit. Et là, je m'en vais pour aller choper un bus pour après m'emmener à l'aéroport. Autant dire que ça va être une super nuit blanche. Très sympa. Mon vol a eu du retard, je pense une bonne heure et demie, ne sachant pas pourquoi. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais en tout cas, on a attendu un bon moment sans qu'on sache pourquoi. Apparemment, c'était, je crois, d'ordre technique. Et quand c'est d'ordre technique, généralement, ça pue. Donc, je m'étais déjà fait 3000 scénarios en me disant, bah, ça se trouve, je ne vais pas y aller. Je vais devoir prendre un avion plus tard. Je vais devoir prendre un avion le lendemain. Enfin, peu importe, ce qui remettait tout en cause notre planning. Donc voilà, j'avais très hâte. Au final, d'un coup d'un seul, on nous dit c'est bon, vous pouvez embarquer. Donc très contente. Très contente, partie 2, parce que j'avais la rangée pour moi, donc les 3 sièges. Donc niveau dodo, on était pas mal. On est arrivé du coup vers 8-9 heures du matin. Moi j'ai pris un Grab, c'est comme les Uber, sauf que ça coûte vraiment que dalle à Bali. J'ai pris un Uber jusqu'à Ubud, donc c'était à peu près ouais, 1 heure, 1h30 parce qu'il y a pas mal de circulation. Donc j'ai fait mon petit trajet, je suis arrivée à ce qu'ils appellent l'homestay. Donc c'est pas une auberge de jeunesse, c'est plus en fait dormir chez l'habitant. Donc c'était MS, la copine que je rejoignais, qui l'avait booké. Donc voilà, j'arrive. Elle arrive en même temps avec Victor, son copain, que je retrouve, sont des personnes que j'avais rencontrées en festival en mai, je crois, mai ou juin. Et donc, on se retrouve, je pose mes affaires et puis on part manger un petit bout, enfin surtout pour moi parce que j'avais pas mangé. Premier exercice très drôle, ils avaient loué un scooter. Et du coup, on s'est retrouvés à 3 sur le scooter. Pour une première fois sur un scooter, c'était quand même très drôle, sachant que c'est du scooter à passer très très proche entre les voitures, à monter sur les trottoirs. Enfin, je pense qu'il y aura des images pour illustrer tout ça. Mais du coup, on arrive à l'endroit où manger. Déjà, c'est très drôle parce que c'est un truc qui paye pas de mine, qui est sur le bord de la route, mais qui est très mignon, qui est très bon. Donc voilà, on s'installe, on prend un petit plat local ainsi qu'un petit cocktail avec l'alcool local. Je remettrai le nom, je sais plus le nom de l'alcool local, mais
C'était sympa, c'était sympa. Ensuite, on est retourné à l'homestay. Victor nous quittait, il partait définitivement entre guillemets de Bali pour aller au Népal pour faire un voyage tout seul. Et avec MS, on s'est baladé dans les rues, donc elle m'a montré un petit peu Ubud, voilà, on s'est baladé, on s'est un peu perdu dans Ubud à faire les marchés. On est allé aussi dans des rizières, enfin on a vu des rizières. Je pense qu'on voit. Shining everywhere. No matter where you came from, love is in the air. Touch the screen, call my name, never be the same. Like a moth. Et on s'est posé au bout d'un moment boire un verre avec le coucher de soleil, avec la rizière à côté. Donc honnêtement, il y a pire. Et puis le soir, on est allé manger dans ce qu'ils appellent les warung. Les warung, en fait, c'est les restos locaux là-bas. C'est des petits restos, en fait, qui sont vraiment pas chers. Donc, on est allé manger là-bas et j'ai retrouvé ma cousine qui est en voyage en Asie du Sud-Est. Il s'avère qu'elle était au même moment que moi en Indonésie et à Bali. Donc on s'est retrouvés, on a mangé toutes les trois ensemble le soir. Le lendemain, très contente, je me réveille plutôt bien dans le sens où on dit Bali Belly, c'est-à-dire que très facile de choper un petit virus, une petite intoxication qui font que les toilettes deviennent notre meilleur ami pour la journée. Donc je vous laisse avec les quelques règles d'or que j'ai apprises pour survivre à Bali. Première règle d'or, ne pas boire l'eau du robinet. Deuxième règle d'or, du coup éviter les crudités. Troisième règle d'or, éviter la viande. Et quatrième règle d'or, manger local. Ça évitera plein de problèmes. Donc on s'est pas réveillé trop tard le matin parce qu'on avait une activité pendant toute la journée de 10 à 16 heures qui consistait à aller entre guillemets chez l'habitant où on avait plusieurs choses de prévues. On avait notamment visite des rizières qui leur appartiennent. On avait aussi confection d'huile de coco. On avait aussi confection d'offrandes et puis surtout qu'elles nous racontent un petit peu toute leur culture parce que il y a une vraie culture là-bas, des croyances, etc. Donc c'était très intéressant. Niveau culture, je peux vous faire un petit brief parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on a appris. Mais j'avais noté sur le moment quelques trucs que je trouvais intéressants et marrants. Commencer par le commencement, c'est-à-dire que la maison est confectionnée d'une manière assez marrante, c'est-à-dire que ça fait un peu comme des îlots où d'un côté il va y avoir tout ce qui est nuit parentale, le côté cuisine, le côté on mange ensemble, le côté enfant, leur endroit pour prier. Donc voilà, c'est plein de petits îlots et entre les îlots en fait c'est dehors quoi, ils circulent comme ça et les îlots sont un petit peu en hauteur et on leur a demandé mais pourquoi c'est en hauteur? La raison est que en fait ils accueillent des gens et ça permet aussi de passer des moments ensemble où les personnes se mettent sur le rebord de ces îlots et discutent. Aussi, autre anecdote qui est assez marrante, c'est que ils ont tous des prénoms qui sont en commun. C'est-à-dire qu'en fonction de la fratrie et du numéro, on va dire, d'arrivée, ils ont tous un surnom qui est commun à toute la population. C'est-à-dire que j'en ai retenu un en particulier parce que c'était assez marrant, mais le premier d'une fratrie, c'est Poutou. Et donc, en fait, tous les premiers d'une fratrie s'appellent Poutou. Donc, typiquement,
je m'appelle Poutou. Ils ont tous des noms comme ça, et puis après ils ont les noms qu'on leur donne, mais en tout cas à l'école c'est Poutou, Poutou, et les autres où je sais plus exactement le nom, mais voilà, ils en ont, si je me trompe pas, ils en ont 4, et du coup en fait après ça recommence à Poutou. Ensuite, il existe aussi des castes, mais c'est pas les castes comme on peut l'imaginer. C'est-à-dire, c'est pas les castes où, par exemple, en Inde, il y a vraiment on va dire les favorisés et les défavorisés, où il y a vraiment cette segmentation. Là, en fait, ça va être plus en fonction de son métier ou de son rang. Et ça a rien à voir avec de dire on est plus haut dans la hiérarchie, du coup, on pèse plus entre guillemets dans la société, etc. On a plus de droits, non. Il y en a, je crois, c'était au niveau de tout ce qui va être religieux. Il y en a qui, ça va être en fonction de leur métier. Enfin, je sais plus exactement parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Mais il y a un système de caste, mais pas du tout, on va dire, segmentant et favorisant ou défavorisant quelqu'un. Aussi, en fonction de la maison, il y a un héritage de la maison. Et à chaque fois, c'est le premier de la fratrie garçon. Et donc, le premier de la fratrie garçon va rester normalement où il a grandi. Et donc, sa femme va venir. Et en fait, il se peut que les frères et sœurs de la même famille restent aussi dans la maison. Ça dépend. Et après, il y a forcément des exceptions s'il n'y a pas de garçon, etc. Mais il y a tout un système d'héritage de maison où ils n'achètent pas, on va dire, de maison. Et ça se transmet vraiment de génération en génération. C'est pour ça que parfois, on a vu des homestays où il y avait quand même des très grandes surfaces, et je pense que parfois ils sont amenés en fait à élargir, on va dire, la surface parce qu'ils se retrouvent à être plus à habiter là-bas. Autre chose aussi qui est assez marrante, c'est que beaucoup ne connaissent pas leur date de naissance. Notamment la dame qui nous a accueillis toute la journée là pour faire les ateliers. Elle ne connaissait pas sa date de naissance et c'est quelque chose qui est assez commun. Aussi, ils sont très religieux, très pratiquants, donc ils font des offrandes, comme vous allez le voir là sur les vidéos, où ils en font tous les jours. Ils en font autant qu'ils en veulent, mais ils en font tous les jours avec des formes différentes, avec des couleurs différentes. Ils prient tous les matins. Pas de femmes avec ces règles qui rentrent dans des lieux sacrés. Les enfants qui commencent, je crois, aux alentours des 12 ans à prier. Et les offrandes, on va dire, sont un signe hyper important pour eux. Et avec notamment aussi des cérémonies de remerciements, etc. Ce qu'on a appris aussi, parce qu'on est passé à côté d'un cimetière, c'est que ils sont enterrés et après ils font la crémation. Ils sont en fait emballés dans un linge qui est très serré. Ça fait un peu comme des momies. Le temps d'eux, et après ils sont déterrés pour faire la crémation. Et donc là, c'est une grosse cérémonie. Pareil, pas de femme avec ses règles, etc., qui peut aller par exemple dans les endroits de cimetière. Et nous, on n'avait pas le droit d'y aller parce que on était en short, t-shirt, etc. Donc on a vu de loin. Il faut savoir que Bali est en fait hindouiste, mais l'Indonésie est partagée entre plusieurs religions, l'hindouisme et aussi l'islam. Notamment quand on a fait notre voyage en boat cruise pendant 3 jours, on a vu plus de personnes musulmanes qu'on en a vu par exemple à Ubud ou Ahmed. Après qu'elle nous ait introduit toute leur petite culture, leurs lieux, etc., on est parti se balader pour voir leur rizière, pour voir comment ça se passait. Donc en fait ils partagent un terrain avec plusieurs familles et ils ont leur parcelle à eux qui fait 10 mètres carrés, et en fait ils arrivent à récolter 30 kilos à chaque récolte, mais avec l'écorce. Donc ça va être un petit peu plus léger sans l'écorce. C'est comme avec les racines, c'est du gluon parce qu'on récolte tige par tige. Ouais, moi j'avais vu c'est quand on l'arrache et qu'en fait c'est dans les pieds. Donc voilà, on s'est pas mal baladé, c'était assez grand. Ils ont leur propre système d'irrigation, voilà, complètement, on va dire, fait main, fait maison. Oui, exactement, il faut tout doucement. Et là, c'est le...
Autre chose qu'on a vu aussi quand on s'est baladé dans les rizières, on a vu un endroit où ils faisaient du tofu. Ils faisaient du tofu à la main, enfin c'était vraiment le tofu de base. Et puis après on est rentré, on a fait de l'huile de coco, donc on a coupé les cocos, notamment j'en ai coupé une. Ça c'est pas une coco, ça elle est mûre ça. Oui, Elle est mûre, elle est pas fraîche. oui, c'est ça. oui. Donc il y a Parce qu'il potentiellement... ne peut pas cueillir coco fraîche, on garde marron, il va pourrir. On va cueillir sur les labres, c'est quand vraiment il est mûr. Ouais. Pour savoir il est mûr ou pas, on va tousser. C'est quand il y a de bruit, on peut cueillir pour la noix de coco. C'est quand sans bruit, c'est jaune coco, parce que rempli intérieur. Rempli de jus. Elle est remplie de jus quand elle est jaune. Ouais. Et là elle est remplie de matière. Ouais. Il n'y a plus de jus, ouais, de chair. Il y en a encore, mais un peu moins. Ouais. Et la peau de la coco, je n'ai pas sauté. Je garde pour démarrer le feu. Tape fort. Ok. Waouh. Waouh. Et là tu dis il n'y a pas beaucoup d'eau. Pas beaucoup. Là il n'y en a pas beaucoup. Là il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Elle est fière. C'est le plus cher, comme ça. Oui. Au milieu. Oui. Fort. Fort, c'est plus fort. Oui. C'est dur. Tu es vraiment en colère avec lui. Attention, tu vois aussi. Ouais. Hein. Je tourne. Oui. Tu tapes. Tu tournes. C'est dur. Ah, il y a une du bruit. couture. Maintenant, moins fort. Hop. Ah ouais. Il est pipi. C'est bien que tu... Il est doux. Et après, c'est pas bien pour la couteau. Partout. On a mangé la coco. C'est comment? Je connais pas. Je l'ai fait ça. On connaît pas les hôpitaux baïnés. Ça se visite, ça? Merci. C'est pas la J'adore. Émietté, on va dire, on l'a vraiment broyé. La coco, avec la râpe, on fait pas comme ça. Non, parce que là, c'est la râpe avec les doigts et les clous. Et lui, c'est le métal avec les trous. Et comme ça, maintenant, on fait droit. Les doigts noirs. Ah, pour les flemmards. Mais attention quand même avec la... Ouais, tu fais gaffe à ton doigt, quoi. Pour en fait après la tremper dans de l'eau. Là, ici, je mets la moitié. Et je laisse la moitié. Parce qu'après, on va presser 2 fois. Pour que ça libère le lait, en fait, que ça crée du lait. Et donc après, on le mettait dans du linge et on essorait pour récupérer vraiment tout ce qui était concentré. Là, il a vraiment sec, on met directement dans l'eau. Et comme ça, deuxième pressé, deuxième, il ok. n'a pas besoin de l'eau encore. Et après, on avait, en fait, ce qui restait, c'était comme des résidus un peu, ça faisait comme du coton. C'était très très sec en bouche, enfin, c'était pas mangeable, mais c'était très très sec, ça faisait vraiment comme du coton. Après, on récupérait cette eau, ce lait qu'on faisait cuire sur le feu et sans toucher, on le laissait vraiment chauffer. Et puis après, on récupérait cette couche, on va dire, de gras d'huile. Il faut l'huile, lait, descente. Et maintenant, on va récolter l'huile. Ici, on a des passoires, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec les passoires. On va faire là. Ça, c'est l'huile. Et en dessous, c'est le lait. Et maintenant, on a besoin de bâton pour récolter de l'huile. On fait comme ça, tout doucement.
On fait plusieurs fois. Et pour moi. Ça sent bon. Ouais. Il faut patience, tout doucement. Qu'on faisait après une dernière fois réchauffer. Et donc on récupérait enfin cette huile de coco concentrée. Et c'est très marrant parce qu'en fait l'huile était vraiment marron, ça faisait un peu comme du beurre noisette. Et ça sentait vraiment un gâteau à la noix de coco. C'était vraiment une dinguerie à manger, à mettre sur les cheveux, à mettre sur le corps, peu importe. Mais en tout cas... très très bien, très très cool. On est reparti avec une petite bouteille à deux, donc très sympa. Si on a mangé, elle nous a fait un petit plat traditionnel très très bon. Elle nous expliquait aussi qu'elle n'a pas de cheminée chez elle, que en fait quand elle faisait cuire des choses, elle mettait le bois en hauteur, comme ça faisait sécher le bois et qu'elle pouvait après l'utiliser. Elle nous expliquait aussi que, parce que je pense que vous allez voir dans les vidéos où elle parle français, et elle parle français grâce aux touristes qui sont venus loger chez elle. Elle a appris grâce aux touristes français qui parlaient français. Son mari aussi parle un petit peu français. Mais voilà, elle a tout appris via les gens, donc c'était assez incroyable. Et puis après, on a fini par les offrandes, où on en a fait plusieurs. Là, maintenant, ce qu'elle disait, c'est qu'on a les agrafeuses, donc ça va un petit peu plus vite pour en faire. On fait le carré, le petit intérieur. C'est possible aussi extérieur, mais moins joli. C'est mieux. Hop. Et comme ça, on voit pareil. Et comme ça, avec les bambous, il ne faut pas tenir bambou long, loin, mais proche. On pique. Et là, petit bâton qui sort. Et maintenant, on ne fait pas comme ça. Il va casser. Non, il faut de l'autre côté. Ok, oui. La feuille, j'ai coupé la moitié, je laisse la moitié. Et maintenant, pas plier, non. En dessous, pas dessous. Pas plier, non, plein. Il ne faut pas planter d'ici qui sort là. Ah oui. Ça ne tient pas bien. Il faut sortir, c'est la même feuille, on fait diagonale. Et comme ça, on a besoin de feuilles de bananier pour faire les ponts. Et comme ça, la feuille de bananier, on ne laisse pas comme ça parce qu'après il va tomber. On va attacher, pour attacher, on va tourner. Pour que les bâtons, c'est toujours la même endroit. Hop. On ne fait pas aussi comme ça, non. Après, il va casser. Mais, comme ça, on est des carrés. La symbole de Dieu en face. Ça, c'est l'hôtel ou maison en face. Pas par vous, pas par moi. On passe dans l'hôtel. Elle expliquait aussi qu'elle pouvait en faire en avance pour les jours d'après. Il y a aussi une signification, c'est-à-dire dans les couleurs. Direction de nord, rose. Pourquoi? C'est le feu, la cuisine. Direction de ouest, jaune. Direction est, c'est blanche. Et direction nord, c'est noir. On ne trouve pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de fleur, la couleur noire. On peut utiliser bleu foncé ou violet. C'est chacun comme il veut pour faire comme il veut. Il y a différentes formes, des plus techniques, etc. Le triangle. C'est comme ça. Je vois sur la vidéo. Waouh. Il est rond, hein, mais avec les motifs et créations, il est rond aussi. Ouais, c'est des têtes. C'est le visage.
Waouh. Avec même les sourcils et tout. Ça, on dirait Peter Pan. Batman. Ouais, Batman. Regarde. C'est beau. J'aimerais le faire, moi. Regarde, maman. Waouh. C'est compliqué, ça. Ouais. Avec la feuille. Ça, c'est la classe. Ah ouais. Et on met des fleurs autour. Oui. Non, je veux le faire. Elle nous a même demandé, nous, nos offrandes, si on voulait les garder à la fin. Nous, avec MS, vu qu'on repartait en scooter, c'était pas très pratique de les prendre. Du coup, on leur a dit non, on vous les laisse pour qu'ils les utilisent. Mais les offrandes, ça peut être aussi attirer le bien ou pour chasser le mal. Donc ça a plusieurs significations, mais en tout cas, dans les rues de Ubud et même de Ahmed d'ailleurs, quand on se baladait dans les rues, devant toutes les enseignes ou tous les restaurants ou tous les logements, il y avait une offrande devant la porte, au pas de la porte. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a une valeur pour eux et qu'ils font quotidiennement. Donc voilà, puis on a fini la petite journée, on est rentré chez nous et puis le soir on est allé manger dans l'auberge enfin le homestay où était Laure, ma cousine, parce que ils faisaient un buffet et apparemment ils invitaient les gens qui voulaient venir. Donc on est arrivé comme des reines avec MS où ils avaient tout un buffet et on est arrivé comme ça gratuit. C'était vraiment très cool, on a passé la soirée là-bas, on a rencontré des personnes qui restaient dans le même logement que ma cousine. On a commencé la journée avec un petit repas local à 9h du matin où on mange des pâtes, du tofu et franchement c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Je reviendrai dessus je pense quand je ferai un bilan niveau Bali, mais devanture qui paye pas de mine, prix à battre des records et bouffe incroyable. Bref, on s'est baladé aussi avec MS et puis on s'est posé un café. Jusqu'à ce que ma cousine nous rejoigne et on est parti à une cascade qui était un petit peu en dehors de la ville. MS I'm lost without you. Now your love is gonna take the best of me. Nothing without you. Now your heart is gonna take the best of me. I'm lost without you. Now your love is gonna take the best of me. Donc on est arrivé au bon moment, on est arrivé je pense vers 11h du matin et heureusement parce qu'après il y avait plein de monde, enfin c'était bondé, donc voilà on est resté un petit moment là-bas. On s'est ensuite posé, on est revenu à Ubud, on s'est posé pour manger un bout. Et puis après on a eu une petite idée. Moi c'était quelque chose que je voulais faire parce que déjà j'en ressentais le besoin et de deux j'étais un peu curieuse de savoir comment ça allait se passer, mais je voulais faire un massage. Je voulais faire un massage, voir comment ça se passait. Du coup l'endroit où on était juste à côté il y avait un massage, c'était parfait. Et qu'est-ce qu'on fait là? Quoi comme massage? La faciale. La faciale. Toi tu fais quoi? Chez l'acupuncture. Soigner les mots. Donc on était toutes les trois dans le même cube, c'était assez marrant. Moi ce que j'ai fait un massage, je crois traditionnel. J'ai fait balinais, j'ai fait traditionnel. Franchement, c'était très sympa. Je m'attendais à ce que ça appuie un petit peu, mais on va dire que la poigne était là. J'ai doucement rigolé quand j'ai commencé à entendre comme ça sur le dos de ma cousine et que je sentais qu'après ça allait être sur moi. Mais franchement c'était assez bien, c'était tonique. C'était pendant 1 heure toutes les trois, donc voilà, ça nous a fait du bien. Ensuite Laure est rentrée dans son auberge et puis nous avec MS on a traîné un petit peu avant de retourner à la nôtre.
devait changer de homestay pour aller faire une ascension le lendemain. On a fait le changement de homestay, donc ça c'est le seul point un peu chiant, c'est de refaire les affaires à chaque fois, etc. Et encore on n'a pas beaucoup d'affaires, mais avec la chaleur, etc., le fait que tu te déplaces en scooter, enfin bref. Très rustique. Non mais quand je rentre, si c'est comme ça, je vais toquer, je vais dire. On allait manger le soir avec ma cousine et 2 filles qui étaient dans le même homestay que ma cousine qu'on avait rencontrée la veille. Et puis avec MS, on n'est pas rentré trop tard parce que le lendemain, on faisait une ascension au Mont Batour avec un réveil, ma foi, très matinal. Ça va. Donc le Mont Batour, on était du coup 6 pour notre guide. Donc on avait rendez-vous à 2h. On venait nous chercher en voiture. On est allé chercher un autre couple de Français et un autre couple qui était, je crois, indien. Et puis on a commencé l'ascension vers 4h. On a eu avant petit café, petit thé, crêpes, voilà. Ah oui, ils adorent faire ça en petit-déj, des espèces de crêpes pancakes avec de la banane. Moi qui aime pas la banane, franchement, c'était très très bon. Franchement, ça passe bien. Donc voilà, on a commencé l'ascension, je crois, vers 4h. Le but étant d'être tout en haut pour le lever de soleil. Donc on a commencé et il faut dire que ça grappait un peu quand même. Il y avait 1700 mètres avec des marches et les marches encore ça allait. Mais en plus il y a des variations de température. On a froid, on est vachement couvert parce qu'il fait froid. On commence à avoir chaud parce que il commence à faire chaud, à se dépenser. Et puis on monte, puis il fait froid. Donc en fait on sue, mais en même temps on a froid. Enfin, c'est le mélange parfait, ça donne très envie. Et du coup on monte, on perd notre couple d'Indiens. La guide, elle s'en foutait total. Elle était là, elle fait « Ah, bah les Indiens, ils sont plus là. » On les a attendus 2-3 fois et à la fin, elle les a un peu laissés tomber. Bon, d'un côté, pour sa défense, on était loin d'être les seuls à faire l'ascension. Donc en fait, ils étaient avec d'autres groupes, ils n'étaient pas du tout perdus. Bref. Et donc on monte. La dernière partie était costaud dans le sens où c'était plus des marches, c'était vraiment des pierres et ça glissait. Enfin bref, on arrive après tout cet effort et puis en fait on se rend compte que c'est la merde. En fait on voit que dalle, qu'il y a 300 000 nuages qui nous donnent des faux espoirs qui d'un coup partent et puis après reviennent et puis repartent et puis on se dit putain, est-ce qu'on va voir quelque chose? On pense qu'on est nuages. Et on a eu une lueur d'espoir mais très brève. Donc voilà, à la fin on a vu, mais c'est vrai, on n'a pas eu le lever de soleil, on va dire, rêvé, où vraiment on voit le soleil qui arrive, qui débarque et qui fait sa star. Mais bon, la vue était quand même très belle, on a bien profité. Et puis la descente, c'était autre chose. Oh, putain, la descente, moi j'étais pas du tout à l'aise, vraiment pas du tout à l'aise. C'était pour moi hyper pentu et puis ça glissait quoi. C'était hyper avec des petites pierres et d'espèces enfin c'est comme un volcan en fait. C'est très poussiéreux, ça glisse beaucoup. J'avais pourtant des chaussures de rando, mais j'étais pas à l'aise. On a fait comme on pouvait. Je suis tombée une fois sur les fesses, mais voilà. On a vu des petits singes aussi qui essayaient de choper tout ce qu'ils pouvaient dans les sacs des touristes qui passaient par là. Regarde le tout petit là-bas. Sinon, voilà, on a fait notre petite rando et puis on est retourné chez nous. On s'est pris un petit truc à manger, on s'est posé. Et moi, j'avais un atelier de prévu dans l'après-midi. J'avais un atelier pour faire une bague en argent. D'ailleurs, je vais vous la montrer en fait. C'est une petite bague comme ça. Petite couronne. Donc voilà, donc en fait, je l'ai faite
en atelier où au final j'étais toute seule, donc voilà, et c'est vraiment tu fais de A à Z. Bon, moi j'ai pas eu la phase où tu fais vraiment fondre l'argent et tout ça, mais j'ai fait tout ce qui était assemblé, c'est-à-dire faire les petites boules sur le bout, la limer, la faire briller, etc. Donc c'était vraiment cool, et puis surtout elle est super mimes quoi, enfin, et puis ça me fait un bon souvenir de mon voyage où du coup ça change d'une pauvre magnette que j'aurais posée sur mon magnifique frigo. Et donc après on est rentré et puis on se préparait pour faire un trajet plutôt sympa, c'est-à-dire 1h30 sur un scooter. On devait changer de homestay, on devait en prendre un qui était à côté de l'aéroport parce que le lendemain on avait un avion à 7h du matin pour passer ces 3 jours sur ce fameux bateau. Donc il fallait qu'on change de homestay. La chose étant que les taxis restent pas donnés, même si on se parle de peut-être $30, ce qui n'est pas énorme, mais bon, ça reste $30. Et surtout à Ubud où du coup c'est censé être moins cher. Et du coup, MS me dit oui, vas-y, on le fait en scooter. En scooter, sachant que moi j'avais un énorme sac à dos, plus un sac à dos genre de petit de voyage, on va dire. Et au début, elle me dit oui, t'inquiète, c'est bon, ça doit être même pas 1h. Puis au final, c'était un petit 1h30 quoi. C'est très sympa parce que tu vois plein de paysages, on va dire la circulation est moins fun, et puis surtout le truc où ça travaille un petit peu, c'est le dos. C'est le dos parce que forcément quand j'ai un énorme sac à dos qui est sur le siège et que je dois me tenir droite en permanence et que c'est 1h30, ça pèse un petit peu. Et donc on est arrivé dans notre homestay qui est à Kuta, qui est en fait la ville juste à côté de Denpasar, où Denpasar il y a l'aéroport. Donc on est resté là cette nuit-là. À Kuta, on est allé se poser à la plage avec MS. À côté, il y avait un espèce de skatepark. Il y avait la plage à côté. On s'est posé sur la plage. Dadan nous a rejoints. Il est indonésien. Il allait faire le voyage avec nous sur le bateau. Ils se sont rencontrés tous les deux parce qu'ils bossaient au même restaurant en Australie. Et du coup, on allait faire ce voyage tous les 3 ensemble. Allez, MS, allez. On est allé dîner ensemble et puis après on est rentré tranquillement et on s'est pas couché trop tard vu que le lendemain on prenait l'avion assez tôt. Et puis je pense que je vais m'arrêter pour ce vlog, je pense que vous avez déjà pas mal d'infos. Je vais vous faire un petit récap Ubud quand même, genre mon petit ressenti. Ubud, juste pour vous situer, c'est ici, c'est-à-dire que c'est en plein milieu de Bali. C'est un peu plus dans les terres. Ubud, c'est sympa, ça vit. Ça c'est sûr, la circulation aussi, ça vit, la chaleur aussi, ça vit, et honnêtement quand on a fait Ahmed et surtout le trajet, le voyage que j'ai fait en bateau, Ubud c'est bien mais il y a mieux. Et Ubud c'est très vivant, il y a ça fait en fait vraiment une ville un peu beaucoup touristique. Après il y a plein d'avantages, dans le sens il y a plein d'endroits où manger, il y a plein de trucs pour sortir, etc. Mais c'est très busy, c'est très touristique, c'est très... Ouais, ça fait beaucoup quoi, ça fait assez pollué, il y a plein de voitures, plein de scooters, mais c'est sympa.
mais on y reste, je pense, 2-3 jours et après, c'est sympa d'aller à la mer, quoi. Donc c'est pour ça, Attends, avant de partir, j'ai oublié une petite chose. J'ai pas eu le temps de conclure sur la journée que j'ai passée chez l'habitant, mais je voulais vraiment y revenir parce que ça m'a beaucoup marqué et c'était juste génial. On était avec 2 autres filles françaises qui voyageaient à Bali pour 1 mois et une famille de 5 Français avec des petits-enfants qui faisaient leur tour du monde, qui avaient entamé il y a quelques mois et qui passaient par l'Indonésie. Mais voilà, je voulais juste revenir sur ça parce que j'ai versé ma petite larme à la fin. C'était très touchant de voir des personnes aussi simples, aussi bienveillantes, aussi solaires. C'était vraiment quelque chose que je recommande et ça m'a beaucoup touchée. Je vous retrouve dans le prochain vlog pour vous raconter mon petit voyage sur ce bateau. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous.